entre, entre un procès et une entente à l'amiable, qu'est-ce qui est la meilleure solution? On entend souvent parler, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Effectivement, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'un accord que l'on peut prendre qui va vous éviter d'aller en prison, qui va vous éviter d'aller au tribunal, est-ce que cet accord a plus d'avantages qu'un long procès? Ou un procès peut être plus avantageux qu'un accord? Tout dépend des faits et tout dépend de la circonstance et tout dépend de ce que l'on veut obtenir au niveau d'un tribunal. Lorsque cet adage est né et lorsque cet adage est appliqué, c'était pour des raisons vraiment diverses. Il y a d'une part, il y a d'abord la célérité. Lorsqu'on parle d'un mauvais arrangement, d'un bon procès, c'est que un procès généralement prend du temps. Et durant le temps que prendra le procès, vous êtes notamment dans l'empêchement d'agir. Vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez poser aucun acte qui a un lien avec ce contrat. Tu ne peux absolument rien faire. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de décision qui va trancher la solution. Des gens judiciaires. Par exemple, vous êtes en opposition avec votre employeur pour rupture abusive, pour licenciement abusif. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'employeur va rester en train de faire son travail. Vous aussi, vous n'obtiendrez pas votre argent. Vous resterez dans cet état jusqu'à ce que le procès se termine. À la fin du procès, vous pourrez avoir gain de cause et vous pourrez, tout comme vous pourrez perdre. À l'issue du procès aussi, c'est là que vous pourrez éventuellement demander, exiger la condamnation de votre employeur. Vous pourrez faire tout type d'action. Mais c'est à la fin du procès, durant le procès, non. Rappelons tout de suite que lorsque je parle de condamner, je ne parle pas de condamnation pénale, mais je parle de condamnation civile. Et en matière civile, il y a plusieurs types de condamnation. Il y a la condamnation qui se limite à nos biens, et qui va amener à ce que nous puissions dépenser de l'argent, mais il y a aussi une condamnation qui, bien que ne s'appliquant pas sur nos biens, il y a aussi une condamnation qui va diminuer la confiance que nous inspirons à autrui. Ce qu'on appelle notre réputation. Une décision en justice, ça salit toujours la réputation, surtout lorsqu'on condamne quelqu'un. Lorsqu'on condamne quelqu'un pour ne pas avoir respecté son contrat, pour ne pas avoir tenté, pour ne pas avoir protégé son contractant, ou pour avoir tenté d'abuser de la confiance d'autrui, eh bien, les gens sauront qu'on ne peut pas lui faire confiance. C'est une personne qui n'est pas digne de confiance. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que les personnes ne vont pas te suivre. Et cette condamnation vous poursuivra partout. Ça sera un argument de taille pour toute structure qui n'ont pas peut-être intérêt à collaborer avec vous, qui ne peut pas collaborer avec vous, mais qui sait que pour des raisons de droits de l'homme, pour des raisons de loi et de règles, pour ne pas violer la loi, les règles sur la discrimination, ils doivent avoir une raison objective, une raison juridique qui peuvent les amener à refuser d'engager quelqu'un, à ne pas demander ce qu'une personne réclame. Donc, cet argument, ça sera pour eux une autorisation de pouvoir le faire. C'est pour ça que je dis qu'une décision juridique a cet avantage-là. Mais un contrat, un accord entre les parties a aussi un avantage, un double avantage.
disons même un triple avantage. Mais n'ayant que 10 minutes, je ne vais pas donner tous les avantages. Je vais me limiter à dire que lorsque nous faisons un contrat pour régler une situation, ça a pour but de protéger les parties. Et ça, c'est la première chose. Et lorsqu'on décide de protéger les parties, c'est qu'on estime qu'il y a un problème. On estime qu'il y a un problème, c'est toujours un problème de confiance. Mais on se dira, il y a une clause de non-divulgation, il y a une clause de confidentialité, on ne peut pas. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le révéler. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On est calme, on est en sécurité parce qu'il y a ce contrat. Maintenant, c'est là que le contrat devient très très important. Dès lors qu'on a ce contrat, on est censé respecter les termes même du contrat. La préservation des parties s'inscrit aussi dans le fait de ne pas poursuivre cette même partie ou se retourner contre elle en justice, ou bien demander à une tierce partie de condamner telle partie en disant voilà, il avait négocié, c'est qu'il est en faute, comme il est en faute, je peux le poursuivre. Là, c'est qu'on appelle ça, c'est de la fraude. On appelle ça des fausses déclarations. Une fausse déclaration n'est pas fausse parce que elle est contraire, elle dit des choses qui n'ont pas existé. Non. Des fois, vous pouvez avoir un document qui concerne des choses qui sont vraies, mais dont le contenu est faux. Si le contenu de votre déclaration, c'est le but de pouvoir tromper, amener la personne à signer dans le but de le poursuivre et de le condamner, alors que l'objectif même d'un acte, c'est quoi? C'est de protéger les parties. C'est que le contenu là, il est faux. Le contenant, il est bon, mais le contenu, il est faux. Le but n'est pas de protéger. C'est là qu'il y a faux. On parle de l'altération de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est de protéger les parties. Mais si votre vérité, elle est fausse, c'est là que nous disons qu'il y a faux. Et en matière de faux, c'est un délit. On appelle ça dans d'autres droits, on appelle ça le délit de tromperie. C'est une infraction spéciale. Lorsque vous contractez un contrat, et alors que vous ne voulez pas vous engager, mais juste pour tromper la personne, pour obtenir une preuve de manière illicite, d'une manière où la personne ne l'aurait jamais fait volontairement, on dit qu'il y a tromperie. Et croyez-moi, le délit de tromperie, c'est une peine qui est suffisamment grave. Mais j'entends les gens diront, mais maître, mais si ici dans mon pays, ce n'est pas, mais à l'extérieur. Mais vous devez savoir que lorsque vous faites un contrat, ce n'est pas qu'à travers deux personnes. Le contrat est censé s'appliquer à plusieurs personnes. Et si ces personnes-là aussi, on arrive à prouver que ces personnes ont aussi utilisé ce contrat, en sachant, en connaissant les intentions de telle personne. Par exemple, en disant, ok, nous allons nous engager parce que vous nous assurez que par ce contrat, vous pouvez forcer l'autre à pouvoir respecter vos engagements. Vous avez un contrat de bail, un contrat de prêt. Vous dites à une personne de nous donner les moyens, de vous donner de l'argent, de vous donner des possibilités pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir empêcher, par exemple, contacter des avocats, contacter des services, contacter même des banques, qui aura pour but de ne pas accorder tel prêt, de ne pas accorder tel avantage à une autre partie, parce que tout simplement, il y a un contrat où on sait que la personne a reconnu les faits, a reconnu par exemple qu'elle n'a pas respecté la loi, qu'elle a eu à violer la loi, et vous, la banque, vous dites, ok, avec ce contrat, nous maintenant, nous refusons de donner son argent. Nous mettons tout en œuvre, on va avoir des avocats pour paralyser une partie. Vous ne pouvez ne pas avoir l'argent.
Mais vous dites, ok, j'ai un dossier avec telle personne, mais j'ai ce contrat. Je vais demander à telle banque, qui collabore avec d'autres banques, qui va faire des magouilles pour empêcher l'autre partie d'obtenir son argent en soulevant le contrat. Ou bien, je demande à une autre banque, à une autre structure, de dire aux avocats de poursuivre la personne pour un comportement qu'il avait eu à voir. Mais tout en ne se mettant pas en avant, en disant, moi je ne suis pas dans le dossier, c'est lui qui est dans le dossier. Mais là, ça sera intéressant, ça sera quoi? C'est que quand la banque ou les avocats qui vont traiter le dossier, ils vont fournir une preuve. On leur posera la question, comment avez-vous obtenu cette preuve? Parce que les avocats ne sont pas idiots. Lorsqu'ils concluent ce genre de contrat, ils verrouillent les preuves. Ils cachent les preuves. Les preuves, ils les mettent à la disposition des parties. Ils font croire aux parties que si les preuves sont sorties, c'est par vous. Par exemple, ils font des mails. On sait qu'il y a des mails, toutes les preuves, les correspondances se trouvent entre les mains de X. X et Y. Donc, si ce n'est pas Y qui a livré, c'est X. Du coup, quand il y aura une action en justice, on va aussi le mettre en exécution du contrat, en réparation pour violation du contrat. Et si on prouve, la banque, pour se le donner, peut dire non, moi si j'ai eu à faire ça, c'est parce que c'est elle qui m'a dit la vérité. La banque aussi ne va pas sacrifier ses intérêts, sacrifier ses relations uniquement pour protéger un collaborateur. Non, elle va dénoncer qu'elle a été intéressée par telle personne. C'est elle qui lui a dit d'exploiter cette vulnérabilité pour faire du tort à quelqu'un. Et là, vous comprenez très bien, le délai de tromperie va s'appliquer à la personne qui a vu le contrat, pas à celle qui a exécuté, parce qu'elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Donc c'est un peu ça. Donc de deux côtés, nous avons des avantages, mais l'avantage le plus certain, c'est que éviter la condamnation est extrêmement important pour l'image. La préservation de l'image, la préservation de la réputation est extrêmement importante lorsqu'on fait une action. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir utiliser soit un contrat ou soit un jugement par rapport à ce que l'on veut obtenir comme avantage. Ok, je vous souhaite de continuer à vous informer, continuer à vous protéger. C'est comme ça que vous allez avoir une meilleure vie et prendre les meilleures décisions.